On nous a dit que la galaxie avait ses propres problèmes et que la Terre n'était pas invitée. Pendant des décennies, nous l'avons cru. De toute façon, nous n'étions pas prêts à affronter un conflit spatial profond, pas avec la moitié de nos pays qui se disputaient encore les frontières, l'eau et les traités rompus. Alors, lorsque la Fédération intergalactique est arrivée dans le système solaire et a offert à la Terre le statut d'observateur plutôt qu'une alliance militaire, nos dirigeants ont qualifié cette victoire de victoire. Restons neutres, disaient-ils. Laissons les autres espèces s'entretuer. Et nous l'avons fait, pendant près de 30 ans. Nos satellites observaient en silence la disparition de civilisations entières dans les zones périphériques. Les cartes stellaires étaient mises à jour chaque semaine. Des planètes étaient marquées en vert un jour, disparues le lendemain. La guerre entre Korak et Zalari fut brutale, mais lointaine. Les politiciens ont prononcé des discours sur la diplomatie. Les entreprises technologiques ont englouti des brevets extraterrestres. Le citoyen lambda s'en fichait. Ce n'était pas notre combat. Jusqu'à Arcadia. Arcadia était la première et la seule véritable colonie terrestre au-delà de Mars. Une lune terraformée à la limite de la zone neutre, construite par des ouvriers lassés de la surpopulation et des promesses non tenues de la Terre. Ce n'était pas glamour, mais c'était le nôtre. Environ 60 zéro habitants vivaient sur cette planète. La plupart étaient ingénieurs, mineurs, agriculteurs. Des gens qui essayaient simplement de se construire une vie à partir de terre rouge et de métal. Mon frère était l'un d'eux. Il s'appelait Tom, il avait 5 ans de moins que moi, et il était toujours du genre discret. Il aimait les puzzles, la pêche et construire des drones avec de la ferraille. Il a été recruté très tôt pour Arcadia, trouvant la Terre trop bruyante, trop artificielle. Je l'enviais, pour être honnête. Pendant que je croupissais dans un boulot de sécurité sans avenir sur Luna, il vivait comme un pionnier. Puis vint la diffusion. Ce n'était même pas officiel. Quelqu'un avait piraté le relais de communication d'urgence et l'avait diffusé sur les canaux secrets. J'étais de service quand le signal est arrivé. Pas de cryptage, pas de code, juste des images brutes. Des cris, du feu, une mère traînant son enfant sur un sol ensanglanté, des soldats, des non-humains, des armures comme des oses, des visages couverts d'épines. L'un d'eux a déchiré un homme en deux, pas métaphoriquement. J'ai vu sa cage thoracique s'ouvrir comme un moteur en panne. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien exigé. Ils ont juste détruit. La vidéo s'est coupée au bout de 9 minutes. Aucun survivant n'a été confirmé. La Fédération a parlé d'une erreur territoriale. Erreur ? 60 zéros civils réduits en cendres, et ils ont eu l'audace de dire que c'était une erreur. Le président de la Terre a déposé une plainte officielle. Ils ont même envoyé des fleurs aux familles. Un foutu bouquet pour ma mère. La Fédération avait promis une enquête, affirmant que les assaillants, une secte rebelle du camp Zalari, ne représentaient pas le Conseil galactique. Mais personne n'a été puni. Pas de réparation, pas d'arrestation, pas de nom. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Je n'étais pas un soldat. Je n'étais pas entraîné à la guerre. Bon sang, j'avais à peine manié une arme en dehors des Sims. Mais je savais une chose. Si j'attendais que la Terre agisse, rien ne se passerait. Nous étions trop mous, trop politisés, trop effrayés pour paraître faibles aux yeux de la galaxie. Alors j'ai fait mes bagages. J'ai brûlé tous les ponts que j'avais et j'ai quitté Luna sans autorisation. J'en avais et j'ai quitté Luna sans autorisation. Je n'étais pas seul. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à avoir vu les images et à avoir dit « Arrête ». Il y en avait d'autres, d'anciens marines, des mineurs, des hackers et même quelques ex-détenus avec des comptes à régler. Nous n'avions pas de drapeau, mais nous étions remplis de rage, assez pour embraser un soleil. Nous nous sommes surnommés la Marque Noire. Notre mission n'était pas la justice. C'était la vengeance. Nous ne cherchions pas non plus à négocier. Nous allions faire saigner les responsables. Et si la Fédération persistait à dire que c'était une erreur, nous lui ferions regretter d'avoir sous-estimé la capacité de vengeance de la Terre. Car c'est ce qu'ils n'ont jamais compris chez les humains. Nous sommes lents à réagir. Mais quand on le fait, on met fin aux guerres. Et je ne faisais que commencer. Vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle les gens se portent volontaires pour des missions suicides quand ils n'ont plus rien. Nous n'étions pas entraînés, pas comme le sont les vraies armées. La plupart d'entre nous ne connaissaient même pas nos vrais noms. Je m'appelais Cole. Ce n'était pas le nom sur ma carte Luna, mais c'est celui que je leur ai donné en arrivant au Quai Rouge, le cimetière maritime officieux en orbite autour de Jupiter, où contrebandiers et hors-la-loi échangeaient pièces et silences.
C'est là qu'est née la marque noire. Notre premier campement n'était que 6 cargos éventrés, soudés ensemble. Pas d'infirmerie, pas de chaîne de commandement. Juste la douleur, un but et un tas de matériel volé. Il y avait une femme que tout le monde appelait capitaine. Non pas parce qu'elle avait mérité ce titre, mais parce qu'elle possédait un navire encore en état de marche. Un vieux transporteur de terre modernisé, rebaptisé le site, rapide, laide et illégal dans la plupart des systèmes. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Aucun de nous n'en posait. Elle n'avait qu'une seule règle. On ne s'arrête que lorsqu'ils implorent notre pitié. Et nous étions tous d'accord. Il n'y aurait pas de pitié. La première opération arriva rapidement. La reconnaissance d'un technicien en scan profond, un gamin nerveux au visage couvert de cicatrices, révéla un avant-poste Zilari juste à l'extérieur de la zone neutre. Minuscule, à peine défendu, mais doté d'une balise enregistrée auprès du même secteur militaire qui avait mené le massacre d'Arcadia. Ça suffisait. Ce n'est qu'un message de communication, murmura quelqu'un. Ils ne s'attendent à rien. Exactement, dis-je. Introduisons-les en enfer. Nous nous sommes équipés en silence. Pas de discours, pas de drapeau. Juste le sinistre chargement de fusils et d'exosquelettes volés, la plupart à moitié fonctionnels et buggant à chaque démarrage. J'ai équipé mon appareil d'un vieux répéteur d'impulsion EarthTech, de 3 chargeurs, d'une lunette fissurée et d'une gâchette qui se bloquait à chaud. Parfait. Le vol a duré 2 jours, assez longtemps pour que le doute s'installe si on le laisse faire. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé la majeure partie de mon temps à revoir les vieilles images d'Arcadia, chaque cri gravé plus profondément dans ma tête. La voix de mon frère n'y apparaissait pas, juste son nom sur le manifeste. Mais cela suffisait à entretenir ma rage. Nous avons atterri à 3H0, heure du vaisseau. La technologie Zilari n'était pas conçue pour la détection furtive. Leurs capteurs se concentraient sur les explosions d'énergie et la densité métallique. Heureusement pour nous, la faux avait un noyau sale qui n'était pas enregistré propre sur les grilles galactiques. Nous avons atterri à 1 kilomètre de l'avant-poste et avons marché à travers la roche noire et la poussière gelée. L'un des nôtres portait une attelle à la jambe. Chaque pas résonnait comme une bombe à retardement, mais personne n'osait lui demander de rester. Nous étions tous brisés. Nous avons quand même bougé. L'avant-poste ressemblait à un scarabée rouillé, bas, voûté, à peine vivant. Juste 3 structures, une antenne, 2 gardes. Je me souviens avoir pensé, ce serait trop facile. Ce n'était pas le cas. Dès que nous avons franchi la portaie, l'endroit s'est illuminé comme une guirlande de Noël. Les alarmes ont hurlé, les tourelles ont surgi de terre. Et ces 2 gardes, des drones de combat, de classe Zolari lourde, renforcés par un blindage interne et un système de visée multiverrouillage. L'un d'eux a tiré une balle dans la gorge de notre homme de confiance avant même qu'on ait tiré une seule fois. Du sang gicla sur la poussière. L'homme ne cria pas. Son corps s'effondra comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Et puis le chaos s'abattit. Je me baissai derrière une caisse en acier et tirai à l'aveugle. Mes tirs explosèrent sur la coque du drone. L'un d'eux toucha un élément vital, qui se mit à tressauter avant d'exploser en une boule de feu et de métal. « Allez, bougez !» hurla le capitaine. Nous fonçâmes en avant, les balles nous fusant à toute vitesse. 2 autres hommes tombèrent. L'un appela sa mère, l'autre resta silencieux. Je me glissai entre les corps, la rage aveuglant ma peur. Dans la salle de contrôle, il faisait plus froid que la glace. Zilaritech était surchauffé, comme toujours, mais la pièce semblait morte. Et là, debout derrière une console translucide, se tenait le salaud qui aggravait tout. Ni soldat, ni guerrier, un commis, maigre, pâle, les mains tremblantes, 4 yeux clignant de panique, pas d'armure, pas d'armes, juste un bloc-notes entre ses doigts griffus. Il essaya de parler, quelque chose dans leur horrible langage claquant. Je ne le laissai pas finir. Ma botte lui brisa la mâchoire. Les autres le traînèrent au sol. Nous ne posâmes pas de questions. Nous n'avions pas besoin de réponse. Nous le forçâmes à parler quand même. Interdit par la loi de la Fédération. Ça ne l'a pas tué, mais ça lui a mis les nerfs à vif. Chaque fois qu'il essayait de mentir, on augmentait la dose. En 20 minutes, on avait des noms. On avait des lieux. On avait des preuves. Il a confirmé nos soupçons. L'attaque d'Arcadia n'était pas une erreur. C'était un test. Une simulation de tir réel sur une colonie de faible valeur. Il savait que c'était humain. Il savait qu'elle n'était pas armée. C'était le but. Les Hilari voulaient tester leurs nouvelles armes en situation réelle. Arcadia n'était qu'un banc d'essai. 60 000 vies.
exterminer pour qu'un général extraterrestre puisse rédiger un rapport. Je voulais tuer le commis à petit feu. Je voulais lui peler la peau et l'enterrer sous les pierres mêmes qu'il pensait appartenir à son peuple. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai diffusé la confession. Chaque canal noir, chaque fréquence calme, chaque vague pirate qui atteignait les étoiles. Je voulais que la galaxie l'entende. Je voulais que chaque humain, dans chaque système, sache ce que nous étions pour eux. Des cobayes. La faux a décollé, le feu aux trousses. Les Hilari n'ont pas réagi immédiatement. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce qu'une milice humaine disparate s'infiltre dans une base de communication militaire. Leur arrogance nous a maintenus en vie. Pour l'instant. De retour au navire, la capitaine m'a regardé par-dessus la cale principale. Son visage était maculé de suie et de sang. « Ça ne va pas se faire d'un coup », a-t-elle dit. « Tu es prêt ? Prêt ?» J'ai hoché la tête. On vient de déclarer la guerre. « Non », a-t-elle dit. « Tu l'as fait. Et maintenant, le reste de la Terre va devoir décider s'il te suit. » Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais assis seul, regardant l'espace défiler en silence, pensant à Tom, pensant à Arcadia, pensant au long et sanglant chemin qui nous attendait. Nous n'étions pas des diplomates. Nous n'étions pas des politiciens. Nous étions des hommes poussés à bout. La Fédération avait oublié une chose en abandonnant la Terre à sa petite guerre. Les humains ne restent pas neutres quand on tue leur famille. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. On est neutre quand on tue sa famille. On ne pardonne pas. On n'oublie pas. On se venge. Et ça, ce n'était que le début. On n'a reçu aucune réponse à l'émission pendant 3 jours. Pas un seul mot. C'est comme ça qu'on a su que ça marchait. Le bloc-notes volé au commis de Zalari était rempli de rapports, des documents clairs, des ordres signés par le commandement supérieur. Des mots comme groupe de contrôle civil, viabilité hors combat et garantie acceptable. Acceptable. Ce mot est resté gravé dans ma tête comme un écho. On a tout mis en ligne sur EarthNet. Public. Sans filtre. La réaction a été rapide. Il y a eu des émeutes à São Paulo, des manifestations de masse à Néo-Londres. D'anciens combattants des guerres solaires ont refait surface sur les flux, réclamant des représailles. Les familles ayant perdu des êtres chers sur Arcadia ont menacé de prendre d'assaut les bâtiments gouvernementaux si la Terre n'agissait pas. Et pourtant, notre soi-disant gouvernement uni n'a rien fait. Nous devons vérifier l'authenticité de ces allégations, a déclaré le chancelier dans un discours soigneusement rédigé. Des représailles ne feraient qu'aggraver les tensions. Une escalade, 60 zéros des nôtres ont été assassinés et nous craignons d'aggraver la situation. C'est ce jour-là que nous avons compris la vérité. La Terre avait peur. Peur de perdre des routes commerciales. Peur de paraître incivilisé. Peur de la galaxie. Mais pas nous. Nous n'attendions pas de permission. Nous n'étions pas des diplomates. Nous étions des fantômes à bord de vaisseaux volés. Et nous avions déjà goûté au sang. Et maintenant, il était temps de passer à la gorge. Les données du commis nous indiquaient une cible, pas une base, ni un laboratoire d'armement. Un convoi. Chaque semaine, les Olaris effectuaient un transfert de ressources de haut niveau entre le secteur 9 et leur ceinture militaire extérieure. Ce n'était pas protégé comme un navire de guerre, car il n'était pas censé être touché. Ils transportaient du carburant, des technologies expérimentales et du personnel de haut niveau, principalement des logisticiens et des scientifiques, exactement le genre de personnes qui avaient fabriqué les bombes larguées sur Arcadia. Ce n'étaient pas des guerriers, c'étaient des penseurs, des lâches derrière leur bureau, et maintenant ils allaient voir de près à quoi ressemblait la rage humaine. Nous avons passé 4 jours à nous préparer. La faux a été remise en état. Des plaques supplémentaires récupérées sur l'épave d'un croiseur de patrouille, 2 modules de missiles soudés au train d'atterrissage et une coque renforcée, doublée de fibres Korak volées, nous a dissimulé juste assez longtemps pour passer pour des débris spatiaux. Notre équipe s'est également agrandie. La nouvelle s'est vite répandue. D'autres hommes nous ont rejoints. Un tireur d'élite à moitié aveugle venu de la frontière martienne. Un expert en démolition qui a un jour fait exploser un terraformeur au-dessus d'Europe. Un ancien lieutenant de la marine, renvoyé sans honneur pour avoir frappé un amiral de la Fédération. Tous brisés, en colère, prêts. Nous ne nous sommes pas tenus la main, nous n'avons pas échangé d'histoires larmoyantes. Ce n'était pas nécessaire. La rage suffisait. Nous avons décollé à 22 heures. Le convoi traversait une zone morte. Pas de planètes habitées, pas de stations, juste des épaves à la dérive et un silence cosmique. L'endroit idéal pour une embuscade. Nous sommes arrivés les premiers, camouflés,
et à la dérive. Depuis la passerelle, j'ai observé 3 vaisseaux Zilari sortir de distorsion. 2 transporteurs, un vaisseau d'escorte, blindage blanc impeccable, plaque de la Fédération, tous en règle, tous désarmés à la surface. Ils ne nous ont même pas scannés. C'était leur première erreur. J'ai donné l'ordre. La faux s'est précipitée comme une bête déchaînée. Notre premier missile a touché le transporteur de tête en plein centre, sans avertissement, sans pitié. L'explosion a illuminé le vide comme une étoile mourante. Des éclats d'obus ont tourbillonné dans toutes les directions. Des cris ont rempli les communications tandis que leur système s'efforçait de comprendre ce qui se passait. Le vaisseau d'escorte pivota pour riposter, mais ils étaient lents, pris au dépourvu. Le temps que leurs boucliers se mettent en marche, nous étions déjà dans leur angle mort. 2 autres tirs traversèrent leurs propulseurs. Le feu s'épanouit comme des fleurs en apesanteur. Puis nous embarquâmes. Ce n'était pas un combat à longue distance, c'était une affaire personnelle. Nous nous accrochâmes au flanc du second transporteur et transperçâmes la coque. Atmosphère zéro, combinaisons éclairs, fusils à impulsion. Pas un mot. J'étais le premier à entrer. Un technicien Zilari essaya de lever les bras. Peu être pensait-il que la reddition fonctionnerait. Peu être pensait-il que les humains étaient comme la Fédération, propres, cléments, soumis à des règles. Je lui ai tiré une balle dans le ventre. Les autres ont suivi, sans hésitation, pas de seconde chance. Nous avons balayé les couloirs, pièce par pièce. Des cris, du feu, du sang sur les murs. Nous ne les avons pas tous tués. Nous en avons laissé quelques-uns en vie, juste assez pour raconter l'histoire. Nous avons veillé à ce qu'ils voient nos visages, des visages humains, grognants, impitoyables. Une fois terminés, nous avons préparé les vaisseaux pour qu'ils explosent, laissé juste assez de carburant pour dériver vers la balise de la Fédération la plus proche, et nous sommes partis. Lorsqu'ils ont découvert l'épave, notre message se propageait déjà. Ce n'était pas de la justice. C'était un avertissement. Vous avez touché la Terre une fois. La prochaine fois, nous toucherons vos planètes natales. La réaction a été nucléaire. Les dirigeants de la Fédération nous ont condamnés comme terroristes. Les Alaris nous ont qualifiés d'insurgés primitifs. Les médias nous ont qualifiés d'extrémistes. Des mandats d'assassinat furent émis. Nos noms, enfin nos pseudonymes, furent affichés sur tous les avant-postes interstellaires. Mais autre chose se produisit aussi. Du soutien, pas seulement de la Terre. Des colonies, des mineurs, des stations oubliées, peuplées de gens qui avaient passé leur vie à être ignorés par les systèmes centraux. Ils ont commencé à nous appeler ouvertement la marque noire, à porter des écussons, à diffuser nos images, à partager des récits de guerre, à donner du matériel. Nous n'étions plus des fantômes. Nous étions un symbole. Et cela les terrifiait plus que n'importe quelle bombe. La Fédération a réagi en augmentant les patrouilles, en bombardant. La Fédération a réagi en augmentant les patrouilles, en déployant des vaisseaux en zone neutre. Mais il était trop tard. L'incendie était allumé. Une nuit, 2 semaines après le raid du convoi, j'ai reçu un message. Il ne venait pas de la Terre, pas directement. Il provenait d'un nœud sécurisé enfoui sous une fréquence civile. La voix était vieille, bourrue, familière. « Ward », dit l'homme. Il dirigeait les opérations pendant les escarmouches contre Titan, à la retraite. Mais j'ai vu Arcadia tomber. J'ai vu le nom de ma petite fille sur cette liste. Je suis trop vieux pour me battre maintenant, mais j'ai des contacts, j'ai du matériel. Et de la colère. Tu en as besoin. Tu l'as. Puis un autre message. Et un autre. Et un autre. Il ne nous rejoignait pas pour la politique. Il ne nous rejoignait pas pour la gloire. Il nous rejoignait parce que la galaxie avait oublié de quoi l'humanité était capable lorsqu'elle était poussée trop loin. Et maintenant, nous leur montrions. Nous avions l'élan. Nous avions le feu. Mais un feu sans direction s'éteint, ou pire, se retourne contre lui-même. J'ai rassemblé l'équipage dans la cale. Une vingtaine d'entre nous maintenant. Des tueurs crasseux, endurcis, le regard fatigué. Plus personne ne se faisait d'illusions. Nous avons touché le convoi, ai-je dit. Nous avons atteint notre objectif. Maintenant, nous faisons la guerre. Des cibles ? Demanda le capitaine. J'ai extrait l'emplacement suivant du datapad. Un laboratoire caché, au fin fond du secteur 14. Zilari était propriétaire, mais la Fédération la soutenait. Ils n'y ont pas construit d'armes. Ils ont élaboré la logique qui les sous-tend. Les algorithmes, le ciblage, les calculs qui déterminaient quelles colonies présentaient des risques acceptables. Un génocide froid, détaché et mathématique. On ne le fait pas exploser, ai-je dit. On le fait souffrir,
On retourne leurs données contre eux. Nous les brisons de l'intérieur. La pièce était silencieuse, puis des hochements de tête, les armes chargées. Nous ne combattions pas pour la paix. Nous combattions pour rappeler à la galaxie pourquoi la Terre était autrefois crainte, pourquoi chaque empire qui tentait de nous conquérir finissait par le regretter. Non pas parce que nous étions les plus forts, ni parce que nous avions la meilleure technologie. Car une fois qu'on a une relation personnelle avec les humains, on ne s'arrête plus, jusqu'à ce que tout brûle. Le secteur 14 n'était pas sur la plupart des cartes, à moins d'avoir accès aux cartes stellaires classifiées de la Fédération ou d'être prêt à payer un contrebandier pour parler. Il était hors des sentiers battus, bien au-delà des routes commerciales habituelles, enfoui derrière des champs d'astéroïdes et des poches d'énergie noire. C'est pourquoi ils ont construit le laboratoire là-bas, pour qu'il reste caché, intact, protégé par le secret. Tant pis pour eux, leur secret nous était indifférent. Les contacts de Ward ont été communiqués. Il nous a envoyé un schéma complet de l'installation, des trappes d'accès au flux d'oxygène interne. Il s'avère que le vieil homme dirigeait des opérations secrètes pour le compte du centre de renseignement terrestre. Après la fuite des images d'Arcadia, il a déchiffré le cryptage Zolari comme si c'était un jouet. Ce laboratoire ne fabrique pas de bombes, a-t-il déclaré via le canal sécurisé. Il prend des décisions. Au début, cela n'avait aucun sens. Puis j'ai vu les données. Le laboratoire était dirigé par un conseil de scientifiques Zilari spécialisés dans la guerre prédictive. Ils ont écrit des codes pour décider qui devait mourir dans un conflit et qui pouvait être ignoré sans risque. Ce sont eux qui ont calculé la valeur d'Arcadia, effectué les simulations, analysé les chiffres et approuvé l'extermination massive comme tactique rentable. Ils n'ont jamais appuyé sur la gâchette, n'ont jamais touché une arme, mais ils ont rendu la mort possible. À mon avis, cela les a rendus pires. Nous avons planifié l'opération en silence. Pas de célébration, pas de plaisanterie, juste du cran et du feu. La faux nous déposerait juste au-delà de la portée du capteur. Le capitaine resterait en attente d'exfiltration, prêt à nous récupérer une fois le travail terminé, ou plus probablement, une fois l'endroit incendié. J'avais emmené 6 hommes avec moi, pas la plus grande équipe, mais la taille n'était pas le but. Vitesse, précision, chaos. C'était ce qu'il nous fallait. Le laboratoire était creusé dans le flanc d'une lune rocheuse sombre, en orbite autour d'une étoile mourante, surface de verre noir. Ni végétation, ni abri. Il l'avait construit ainsi exprès. Rien ne pouvait masquer une vue dégagée. Nous sommes donc entrés en contrebas. Un tunnel de verre, à moitié rempli de boue refroidissante, courait sous la structure et servait à réguler la température du laboratoire. Personne de censé n'y aurait rampé. C'est pourquoi il était parfait. Nous avons enfilé nos combinaisons. Les exoframes étaient renforcés. Le silence régnait. J'y suis allé le premier. Le tunnel était un enfer. Sail, mal pressurisé. Chaque respiration avait un goût de pourriture et d'acide. Nous avons dû ramper presque tout le long. Lorsque nous avons atteint le puits intérieur, nos combinaisons étaient corrodées et 2 membres de l'équipe avaient vomi dans leur casque. Pourtant, personne ne se plaignit. J'ai forcé la trappe. À l'intérieur, murs d'acier, lumière froide, couloirs propres, architecture Zilari, efficace, sans vie, nous nous sommes séparés en 2 groupes. L'équipe 1 désactiverait les communications et les capteurs internes. Il y avait moi, le sniper, et l'expert en démolition. L'équipe 2, dirigée par le second du capitaine, pénétrerait dans le cœur de données principal. On avait 20 minutes max. Après ça, le réseau d'autodéfense redémarrerait et irradierait tout l'endroit. J'avançais rapidement, dégageant les coins, le sniper juste derrière moi. On rencontra le premier technicien de labo près du carrefour de l'aile ouest. Il était seul, un bloc-notes à la main, fredonnant de cette voix gutturale de Zilari, comme si c'était une journée ordinaire au bureau. Il fredonnait de cette voix gutturale de Zilari, comme si c'était une journée ordinaire au bureau. Je lui ai planté une balle dans le crâne. On a continué. Pas d'alarme. Pas de résistance. Il n'attendait personne. Pourquoi s'y attendrait-il? La Terre était neutre. Les civils étaient censés être civilisés. Des idiots. Nous avons atteint le centre de communication et installé le perturbateur d'ondes noires, un dispositif sur mesure conçu pour griller tout, des appels internes aux transmissions longue portée. Une fois déclenché, il serait sourd et aveugle. Le démonstrateur a souri. 10 secondes. J'ai hoché la tête. Allez-y. Les lumières ont clignoté. Puis les cris ont commencé. L'équipe 2 avait piraté le cœur de données.
Les chercheurs de Zalari se sont précipités dans les couloirs, désorientés et paniqués. Certains portaient des combinaisons de protection, d'autres non. L'un d'eux a tenté de parler, a levé les mains et s'est mis à crier quelque chose en anglais. « S'il vous plaît, Je lui ai tiré une balle dans la poitrine. Les autres ont couru. Laissez-les faire. Nous ne sommes pas venus par peur. Nous sommes venus pour la vérité. Nous avons atteint le cœur de données 5 minutes plus tard. La deuxième équipe l'avait sécurisé, de justesse. 2 hommes à terre. L'un d'eux avait perdu la moitié du visage, respirant encore on ne sait comment. Personne n'osait encore le déplacer. L'ordinateur central se dressait au-dessus de nous comme un sanctuaire, rayonnant d'intelligence, un réseau tourbillonnant de processeurs alimentés par des noyaux énergétiques si denses qu'ils pourraient griller une planète en cas d'explosion incorrecte. C'était leur cerveau. C'était là qu'ils jouaient à Dieu. C'était là qu'ils jouaient à Dieu. Je veux tout, dis-je. Télécharger chaque fichier, chaque modèle, chaque élément logique qui les a menés à Arcadia. Un de nos hackers s'est mis au travail. Nous autres avons piégé l'ordinateur central avec des charges thermiques. Je ne voulais pas simplement l'éteindre. Je voulais qu'ils disparaissent. Je voulais que leur histoire soit effacée, que leur Dieu s'étouffe dans la fumée. « Cole » a crié le hacker, « tu devrais voir ça. » Je me suis avancé. À l'écran, des simulations, des milliers, des cartes de la Terre, des graphiques, des grilles de population, des rendements en ressources, des diagrammes coûts-bénéfices. Ils ne planifiaient pas seulement l'attaque d'Arcadia, ils en planifiaient d'autres. Mars, la Lune et même la vieille Terre elle-même. Notre foyer n'était pas hors d'atteinte. Il était juste plus bas dans la liste. Mon sang se glaça. Il ne testait pas d'armes, murmura le pirate. Il testait des réponses. Il testait des armes, murmura le pirate. Il testait des réponses. C'était le véritable projet. Les Alari voulaient savoir jusqu'où ils pouvaient pousser l'humanité avant que nous ne ripostions. Arcadia fut le premier domino. Il planifiait des cycles d'extermination mondiaux, lents et progressifs, conçus pour ressembler à des accidents, des invasions insolites ou des activités militaires clandestines. Si nous n'avions pas riposté, si nous étions restés neutres, ils nous auraient anéantis, colonie par colonie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour se souvenir de notre existence. J'ai regardé les autres. Plus d'hésitation, plus de débat. Brûlez tout, ai-je dit. Nous avons extrait les données nécessaires, téléchargé un fichier en direct sur EarthNet et 20 canaux de sauvegarde sécurisés. Puis nous avons allumé les mèches. Alors que nous nous précipitions vers l'extraction, les couloirs tremblaient derrière nous. Le feu se propageait comme un jugement. Les murs hurlaient sous la pression. L'oxygène s'échappait. La gravité cédait. L'un de nos hommes fut pris dans une onde de choc et disparut en un instant. Pas le temps de pleurer. La faux nous attendait. Nous nous sommes accrochés et avons rapidement pris notre ascension, quelques secondes avant que la Lune ne se fende. Depuis l'orbite, le labo ressemblait à un œil agonisant, des flammes s'échappant de sa pupille. Puis il se fissura, s'effondra et disparut dans le vide noir qu'il méritait. Plus de survivants, plus de structures, juste le silence. Nous sommes retournés aux docks rouges pour nous reposer, refaire le plein, nous réarmer, mais il n'y avait plus de repos. Pour aucun d'entre nous. Parce que ces images que nous avions diffusées, elles ont tout changé. La Terre ne pouvait plus faire semblant. La Fédération ne pouvait plus mentir. Et les Alari, ils se mirent à fuir. Nous avions anéanti leur avenir avant qu'ils ne puissent anéantir le nôtre. Mais cette guerre n'était pas terminée. Loin de là. Désormais, la galaxie entière savait que la Terre était réveillée. Et nous n'avions pas encore terminé. L'explosion du laboratoire du secteur 14 a été ressentie dans 3 systèmes, non pas physiquement, mais politiquement, économiquement et psychologiquement. Tous les gouvernements, entreprises et services de renseignement militaire qui traitaient autrefois la Terre comme un enfant curieux et arriéré, nous observaient désormais comme si nous étions un feu de forêt, quelque chose de primitif, dangereux, incontrôlable et pire encore, d'inspirant. La vidéo de la destruction du laboratoire est devenue virale sur tous les réseaux pirates, réseaux noirs, communications souterraines et flux de colonies extérieures. Elle montrait la tempête de feu depuis l'orbite, notre équipe sortant de la faux, et affichait un extrait des journaux de bord du laboratoire, traduits et sous-titrés. Les colonies humaines représentent une faible menace et un rendement élevé. L'annihilation stratégique recommandait une surassimilation. Après cela, la neutralité n'était plus une option. Certains nous traitaient de héros.
d'autres de terroristes. La Fédération exigeait notre capture et notre exécution immédiate. Elle ne se donnait même plus la peine de le cacher. Une prime à vue était offerte pour la marque noire, avec une récompense spéciale pour quiconque me ramènerait vivant. Mais un événement inattendu se produisit. La Terre hésita. Nous pensions qu'il nous rognerait sur le champ. Nous nous attendions à un démenti officiel, être à un sacrifice diplomatique rapide, à voir nos noms affichés sur un écran avec des mots comme criminels ou extrémistes non affiliés. Mais aucune déclaration ne vint, pas avant une semaine. Tandis que la Fédération réclamait justice, l'Assemblée unie de la Terre ne dit mot. Et ce silence, il était plus fort que n'importe quel discours. Nous avons capté des conversations sur Earthnet qui nous ont stupéfaits. Des millions de manifestants. Dans chaque grande ville, des gens exigeaient que leur gouvernement non seulement protège la marque noire, mais nous rejoigne. Les jeunes arboraient notre emblème, un vieux drapeau noir de la Terre fendu en deux. Les soldats ont commencé à refuser les ordres venus d'ailleurs. Les forces de police des colonies martiennes se mirent en grève, exigeant des liens révolutionnaires avec la Fédération. Des avant-postes miniers entiers déclarèrent leur autonomie. Et puis le grand événement frappa. 2 vaisseaux de guerre terriens, le Resolute et l'Ark Bridge, enfreignirent le protocole et s'envolèrent pour orbiter autour de Saturne. Ni une zone de guerre, ni une mission de reconnaissance. Ils étaient venus nous chercher. J'ai rencontré leur capitaine sur une raffinerie orbitale abandonnée. Il ne portait pas de médaille, n'a pas prononcé de discours. Il m'a juste tendu une puce. Le commandement refuse toujours de l'admettre à voix haute, a-t-il dit. Mais en privé, il nous observe, et certains d'entre nous pensent qu'il est temps d'arrêter de nous observer et de commencer à nous battre. La puce était chargée de cartes tactiques, de caches de ravitaillement et de l'emplacement des avant-postes secrets à l'ARI surveillés par les services de renseignement terriens. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'étions plus seuls. La marque noire n'était plus une simple cellule rebelle. Nous devenions quelque chose de plus grand, un mouvement, une révolution. Et les révolutions ne s'arrêtent pas en silence. Bien sûr, la Fédération le savait aussi, et elle n'allait pas nous laisser continuer à croître. Leur réponse ne tarda pas. Les Hilary, nous continuons à croître. Leur réponse ne tarda pas. Les Hilary, soutenus par l'autorisation de la Fédération, lancèrent une campagne de confinement en espace neutre. C'était leur terme. Cela signifiait bombarder des stations, cibler des centres de communication et exécuter des sympathisants présumés. L'une de ces cibles était une ancienne halte de transport au bord de la ceinture d'Osiris. Elle s'appelait Gravestone Station, une ville dépotoir flottant à l'ombre d'un géant de glace. Principalement gérée par des humains, sans défense militaire, sans défense, ils ont pourtant brandi notre symbole. Et cela a suffi. Nous avons capté le signal de détresse 1 heure trop tard. À notre arrivée, l'endroit était en ruine. Des corps flottaient dans la baie d'amarrage. Enfants, anciens, mécaniciens. Une famille encore serrée les unes contre les autres dans une capsule de sauvetage scellée qui n'avait jamais décollé. Nous avons trouvé le cœur de la station partiellement intact. Un seul enregistrement vocal a survécu. Une voix de femme, tremblante. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont juste tiré, sans prévenir. Ils n'arrêtaient pas de crier au scandale des traîtres. Nous avons essayé de le leur dire. On aidait juste avec les provisions. On ne se battait pas. On ne... Silence. J'ai écouté ce clip toutes les heures cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Aucun de nous n'a dormi. Et quelque chose a changé après ça. On n'était plus que des soldats. On était des chasseurs. Il ne s'agissait pas de défendre nos morts. Il s'agissait de s'assurer qu'ils ne recommencent plus jamais. On a dressé une liste. Chaque officier Zillari impliqué dans le massacre de Tombstone. Chaque bureaucrate de la Fédération ayant approuvé la campagne. Chaque base d'où ils ont décollé. Chaque vaisseau porteur des ordres. Nous les brûlerions, un par un, à commencer par le vaisseau de combat Virex, vaisseau principal de l'escadron d'attaque d'Osiris, un destroyer de haut rang patrouillant les voies contrôlées par la Fédération en toute impunité. Il était censé être intouchable. Nous l'avons fait disparaître. Franchement, l'opération nous a coûté cher. 2 vaisseaux détruits, 9 hommes tués. Nous avons percuté le Virex par en dessous, percé ses réservoirs de carburant et utilisé une détonation contrôlée dans son réacteur à fusion. Quand la Fédération a accusé les pirates, nous les avons corrigés. Nous avons piraté la fréquence de communication et diffusé un message. C'était pour Gravestone. Tuer des civils, nous vous tuons. Plus de lignes, plus de règles. La marque noire vous voit, la Terre se souvient. Puis nous avons divulgué le nom complet du commandant du Virex.
sa planète natale, sa famille. Nous ne les avons pas touchés. Nous avons juste prévenu tout le monde. Nous pouvions. Après cela, même les Hilary commencèrent à s'éloigner de certaines racines. Ils nous traitaient de barbares, de déséquilibrés, indignes d'une diplomatie spatiale. Nous appelions cela l'équilibre. Mais tout le monde ne l'entendait pas de cette oreille. Certains dirigeants terriens eux-mêmes finirent par rompre le silence. La chancelière fit sa première déclaration en 3 semaines. Son ton était froid, mesuré, empreint de ce ton policé qui donnait envie de passer son poing à travers un écran. Nous ne pouvons cautionner les actes violents de la marque noire, a-t-elle déclaré, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les injustices qui ont conduit à un tel désespoir. La Terre reste attachée à la paix, mais nous ne resterons plus des observateurs passifs. C'était un demi-pas, une danse, le genre de discours qui satisfaisait les deux parties sans rien signifier. Mais cette phrase « nous ne resterons plus passifs » a déclenché quelque chose, car en 24 heures, les mouvements militaires terrestres ont changé. Ils ont commencé à suivre les patrouilles de la Fédération, à envoyer du ravitaillement aux colonies rebelles et à libérer discrètement les sympathisants de la marque noire détenus. Et en coulisses, d'autres soldats sont venus à nous, désillusionnés, en colère, en quête d'une cause qui ne réponde pas aux lâches. Nous les avons entraînés, armés, transformés en ombres comme nous. Mais toutes les ombres n'étaient pas de notre avis. Un soir, on a eu un visiteur sur la faux. Un vieux combattant portait un véritable uniforme militaire terrestre, à l'époque où cela signifiait encore quelque chose. Il s'appelait Harlan, calme, ridé, les yeux comme des étoiles éteintes. « Je suis venu te prévenir, dit-il. »« De quoi ? » ?»« Tu deviens trop grand, dit-il. Trop bruyant. Dès que tu commences à ressembler à une menace, tu cesses d'être un symbole et tu deviens une cible. La Terre ne te protégera pas éternellement. Je le fixais du regard. Nous ne voulons pas de protection. Nous voulons la justice. Il soupira. La justice se transforme très vite en vengeance. Et la vengeance, il secoua la tête. Elle brûle tout. Je ne répondis pas, parce qu'une partie de moi savait qu'il avait raison. Mais une autre partie, la plus importante, savait que nous avions déjà dépassé le point de non-retour. Nous ne nous battions pas pour des médailles. Nous nous battions parce que personne d'autre ne le ferait. Et tant que la Fédération et les Hilary continueraient à tuer notre peuple et à rappeler à l'ordre, nous continuerions à riposter. Chaque vaisseau que nous détruisions, chaque laboratoire que nous brûlions, chaque base que nous réduisions en poussière, c'était un rappel. La Terre était peu, être restée en dehors de la guerre, mais désormais, la guerre était la nôtre. Tout a commencé par des murmures, de petits murmures, au début. Un marchand d'une colonie marginale refusant de vendre à quiconque portait l'insigne de la marque noire. Un contrebandier pris en embuscade et dévêtu par son propre équipage lorsqu'ils ont découvert qu'il transportait nos provisions. Un message intercepté, non signé, bref, imprégné de venin. Ce ne sont pas des héros, ce sont des terroristes avec un désir de mort. La Terre ne peut pas survivre avec eux vivants. Au début, nous avons haussé les épaules, les ennemis parlent, les ennemis mentent, mais ensuite, nous avons commencé à perdre des gens ni dans des fusillades, ni dans des raids. Ils ont juste disparu. La première était Kira, notre technicienne en communication. Elle a disparu lors d'un voyage en solo vers une station relais sur Icon 4 Raids. Ils ont juste disparu. La première était Kira, notre technicienne en communication. Elle a disparu lors d'un voyage en solo vers une station relais sur Icon 4. Pas d'appel de détresse, pas de traces. Au début, nous avons pensé que Zalari l'avait être attrapé, mais aucune activité n'a été signalée sur Econ ce jour-là. Juste un silence. Puis arriva Braddock, l'opérateur de transport. Dur comme fer, toujours à l'heure. Disparu. Sa navette retrouvée flottant dans le noir. Systèmes intacts, moteur coupé, siège pilote vide. Pas de sang, aucune trace de lutte, juste disparu. Puis le message arriva. Une émission de la Fédération de haut niveau. Polie, répétée et dégoulinante de miel empoisonné. Une femme à la peau parfaite, aux yeux parfaits et au sourire affiné par un comité, a regardé la caméra et a déclaré « La marque noire a abandonné l'humanité ». Ils agissent en dehors de la loi, de la diplomatie et de la raison. Ces extrémistes ont mis la Terre en danger plus que toute menace extraterrestre. Ces extrémistes ont mis la Terre en danger plus que toute menace extraterrestre. Ils ne nous protègent pas. Ils provoquent l'annihilation. Puis elle a diffusé un extrait.
On y voyait un vaisseau minier explosant dans l'espace lointain. Ils prétendaient que c'était nous, sauf que ce n'était pas le cas. Le vaisseau n'était jamais sur notre radar. Son itinéraire ne correspondait même à aucune de nos opérations. Mais la vidéo était convaincante. Floue, dramatique. Les cris étaient réels, les morts, efficaces. C'était leur nouvelle arme, la propagande. Ils ne pouvaient pas nous vaincre en combat ouvert. Alors ils ont retourné la galaxie contre nous. Et ça a marché. Nous avons commencé à perdre du soutien. Les stations qui nous cachaient refusaient désormais nos signaux. Le réseau terrestre s'est divisé en deux. Certains nous croyaient encore. D'autres exigeaient notre capture. L'Assemblée unie a publié une déclaration appelant à la paix, mais visant clairement à apaiser les alliés de la Fédération. Le message était clair. Retournez dans votre cage, ou soyez abattus. Mais le coup fatal ne venait pas d'un écran. Il venait de l'intérieur. Nous préparions une attaque sur une plateforme de ravitaillement de Zilari lorsque l'embuscade a éclaté. Nous avions effectué la reconnaissance, repéré les défenses extérieures, établi les horaires des patrouilles et chronométré les fenêtres d'entrée à la seconde près. Pourtant, ils attendaient. Ils savaient tout. Dès que nous avons franchi l'anneau extérieur, nous avons été submergés. Drones, tourelles, tirs terrestres, une force opérationnelle Zilari en pleine activité. Nous avons perdu 5 personnes dans les 90 premières secondes et 3 autres lors de la retraite. L'un d'eux était le capitaine, le second. La femme qui dirigeait l'équipe 2 lors de l'opération en laboratoire. Elle s'est vidée de son sang dans la baie de chargement, criant nos noms. Nous avons réussi à nous en sortir de justesse. De retour sur la faux, le sang dans la bouche, les oreilles encore bourdonnantes, j'ai regardé autour de moi. L'équipage était secoué, en colère, silencieux. Quelqu'un nous avait trahis, et pas n'importe qui, quelqu'un de l'intérieur. Nous avons lancé une recherche sur nos canaux sécurisés. La trahison venait d'un homme nommé Reese. Il était nouveau, il avait rejoint l'équipe 3 semaines auparavant, après avoir déserté la division de sécurité terrestre, et avait affirmé que son frère était mort sur Arcadia. Il a bien joué son rôle, rage, chagrin, tout le masque. J'ai même apprécié ce type. Il s'est avéré qu'il était un agent double. Il a simulé une rage pour se rapprocher. Il a transmis des informations à la Fédération tout en faisant semblant de vouloir du sang. On l'a attrapé à l'armurerie, seul, en train de télécharger des cartes routières. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas plaidé. Il a juste levé les yeux et dit « Vous avez déjà perdu. Vous ne le voyez pas encore. » Je ne lui ai pas tiré dessus. J'ai donné l'ordre, je l'ai enfermé dans le toboggan à déchets. Pas d'air, pas de sortie, juste du métal, le silence et la gravité qui l'attendaient. Nous l'avons largué en pleine orbite. Pas de discours, pas de vengeance, juste des conséquences. Mais le mal était fait. La moitié de nos opérations compromises, le soutien largué, les systèmes devenus hostiles. La Fédération avait fait ce que nous redoutions le plus. Elle avait fait de nous ses ennemis. Et la Terre cligna des yeux. Elle délivra de nouvelles cartes d'identité aux combattants de la Marque Noire. Des désignations criminelles, comme on disait, pour préserver la paix et l'ordre. Elle ne nous arrêta pas, mais continua de nier que nous étions un problème. Dans le calme silence qui suivit, la faux semblait plus lourde que jamais. Je restais dans la salle de guerre la plupart des nuits, à observer les cartes, les flux, à écouter les appels interceptés. C'est là que je l'ai entendu. Une transmission faible, coupée de parasites, mais indéniablement humaine. Nous, survivants, Arcadia, fragments de secteur, habitable, demande d'extraction. Je me suis figé. C'était impossible. Arcadia avait disparu, brûlé, nettoyé. Plus aucun signal, plus de vie. Mais la voix répétait, encore et encore. Ici Arcadia fragment. Tom Marston demandant l'évacuation. Tom, mon frère. Il était vivant. Je l'ai réécouté 12 fois. J'ai analysé chaque note, chaque mot, chaque son. C'était lui. Mais le message datait de plusieurs semaines. L'origine du signal provenait d'un champ de débris bien au-delà des lignes Zilari, à peine cartographiées, probablement grouillant de patrouilles hostiles. Secourir était un suicide, mais je n'ai pas hésité. Ça change tout, dis-je à l'équipage. Le capitaine me fixa du regard. On ne sait même pas si c'est réel. C'est peu, être un appât, peu importe. On ne peut pas se permettre une autre perte. Il est vivant. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée, mais acquiesça. Le lendemain matin, nous avons tracé la route vers le fragment d'Arcadia. La moitié de l'équipage pensait que c'était de la folie.
L'autre moitié, ils s'attachèrent, chargèrent leurs armes et dirent « Allons le ramener à la maison ». Nous atteignîmes le bord de la tombe d'Arcadia juste après le changement de cycle. Pas de balises, pas de bienvenue, pas de lumière, juste l'obscurité et les décombres de ce qui n'était qu'un rêve. Les systèmes de la faux commencèrent à bugger alors que nous pénétrions dans le champ de débris. Le métal raclait la coque comme des os sur du verre. Les parasites couvraient les communications. Même l'air semblait différent, plus raréfié, comme si l'espace lui-même se souvenait des cris qu'il avait autrefois résonnés. Tous les passagers du vaisseau le ressentaient. Personne ne le disait à voix haute. Ce n'était plus une simple mission de sauvetage. C'était une marche funèbre. La colonie originelle d'Arcadia était un complexe en forme de croissant, construit dans la croûte de la Lune terraformée, entouré de dômes d'habitat, de panneaux solaires et de quais de ravitaillement. Mais les Alari ne l'avaient pas simplement percuté, ils l'avaient anéanti. Il ne restait plus que des plaques de métal fracassées, des fermes délabrées et des cadavres à la dérive. Certains étaient encore en combinaison, d'autres non. Quelques-uns étaient figés dans leurs derniers instants, la bouche grande ouverte, les mains tendues vers un secours inexistant. C'était ici que mon frère était mort. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que sa voix perce l'obscurité. Elle a recommencé à se faire entendre tandis que nous dérivions plus profondément dans les décombres. Fragment d'Arcadia, ici Tom Marston. O2 limité. Radiation élevée. Approvisionnement faible. Maintien de la position dans le secteur 13 gamma. Demande d'évacuation. Même mot, même voix, même calme désespéré. Nous avons contacté les coordonnées. Aucune source de signal n'est apparue. Peut être préenregistré, a averti le capitaine. Enregistré, prévint le capitaine. Ça pourrait être un piège. J'acquiesçais. On verra bien. On s'habilla, moi, le capitaine, un médecin et 2 artilleurs. La faux maintint sa position tandis qu'on dérivait sur des packs de manœuvre. Silencieux, stable. Chaque seconde nous donnait l'impression d'être traqués. Le secteur n'était pas loin, être à une vingtaine de clics, mais dans le vide d'un cimetière, on avait l'impression d'être en pèlerinage. À mesure que nous approchions, les débris se faisaient plus denses. Des coques calcinées flottaient comme des pierres tombales. Quelque chose racla ma visière. Un vieux drapeau d'Arcadia, déchiqueté et sans vie. Puis nous l'avons aperçu. Une capsule, enfouie à moitié dans un bloc d'acier de la colonie de la taille d'un astéroïde, scellée hermétiquement par un blindage de secours. Elle n'était pas en bon état. Marque de brûlure, soudure fissurée, traces de radiation. Mais elle était toujours pressurisée. Une empreinte de main humaine maculait la fenêtre de sang séché. J'entrai. La serrure était mécanique. Ouverture manuelle possible. Je tournai la trappe, brisai le joint et l'ouvris. À l'intérieur, c'était sombre. L'air était vicié, froide. Une odeur de métal, de sueur et de quelque chose de plus ancien. De la pourriture, être. Mais il n'y avait pas de corps, juste un homme. Il était assis contre le mur du fond, affaissé mais respirant, maigre, pâle, la barbe longue, les yeux enfoncés. Il leva les yeux vers moi et sourit. Il était temps, dit-il. C'était lui, Tom. Je me suis laissé tomber à genoux, j'ai attrapé son épaule, j'ai essayé de parler, mais rien ne sortait. Ma gorge se serrait. Mon cœur hésitait entre se briser et crier. Il tendit la main. Tu as l'air plus vieux. J'ai ri, à moitié en larmes. Tu as l'air mort. Il a ricané. J'ai ressenti ça un moment. Le capitaine est venu vérifier ses constantes. Le médecin lui a injecté des stabilisateurs. Il était faible, déshydraté, mais vivant. Et il avait survécu. 2 mois en enfer. Sur le chemin du retour vers la faux, Tom a parlé peu. Sa voix était cassée, comme si elle n'avait pas servi depuis des semaines. Mais ses yeux ne clignaient pas beaucoup. Ils observaient constamment l'obscurité. Ils scrutaient constamment les bords des débris. Une fois à bord, nous l'avons mis en quarantaine. Non pas par manque de confiance, mais parce que l'espace a des effets sur les gens. Le temps, la solitude, ce genre de silence qui brise l'esprit s'il dure trop longtemps. Mais Tom, il n'avait pas encore cédé. Quand je me suis enfin assis seul avec lui, il m'a tout raconté. Ils ne nous ont pas tous tués, a-t-il dit. Pas au début. Ils voulaient des relevés en direct, nous voyaient comme des cobayes. Ils ont d'abord attaqué le centre de la colonie, puis ont progressé méthodiquement. Dômes, fermes, quais. Ils ont laissé le secteur médical quasiment intact. Pourquoi? Il m'a regardé. Parce qu'ils voulaient mesurer la panique. Je ne dis rien. Mes poings se crispèrent jusqu'à craquer. Tom continua. Il nous restait une trentaine, peu,
être plus. On s'est caché, on a traversé des tunnels, on a envoyé des signaux de détresse. La plupart des communications étaient grillées, mais on a essayé. Tu as réussi l'émission? Il hocha la tête. Message en boucle, automatisé. Je me suis dit que si je mourais, il pourrait encore atteindre quelqu'un. Qu'est-il arrivé aux autres? Sa voix baissa. Ils ont cessé d'être humains. Je les regardais fixement. Comment ça? Il m'a regardé alors. Vraiment. Ses yeux étaient creux, mais quelque chose brillait. Ils ont cessé d'espérer. Ils ont cessé de penser à être secourus. Ils se sont retournés les uns contre les autres. Nous avions des rations alimentaires. Quelques-uns ont continué à faire des réserves. Certains ont tué pour avoir de l'eau. J'ai vu un homme poignarder son propre fils au-dessus d'une bouteille filtrée. J'en ai eu le cœur brisé. La plupart sont morts en combattant, a dit Tom. Un groupe a tenté de s'échapper à l'aide d'une vieille navette à minerai. Il ne savait pas comment réparer le système de navigation. Il a implosé au lancement. Et vous? J'ai couru. Je me suis enfoui dans les décombres. J'ai trouvé cette capsule. J'ai réactivé le seau et j'ai attendu. Il a souri amèrement. Tu sais ce qui m'a gardé en vie? J'ai secoué la tête. Il s'est penché en avant. Toi, ça a frappé plus fort que toutes les armes que j'avais affrontées. Tom avait survécu à l'enfer parce qu'il croyait que je viendrais le chercher. Et j'ai failli ne pas y arriver. Il s'est vite remis, physiquement. Mais mentalement, quelque chose restait en suspens. Il évitait l'équipage. Il dormait avec un pistolet à côté de lui. Il ne bronchait pas face au coup de feu. Il n'a pas réagi au sang, mais il a regardé les étoiles pendant des heures, immobile. Puis, la 4e nuit, il est venu à moi. Je veux du sang. Mais il a regardé les étoiles pendant des heures, immobile. Puis, la 4e nuit, il est venu à moi. Je veux me battre, Tom, numéro. Je veux tuer ceux qui ont fait ça. Je veux qu'ils me voient. Je veux qu'ils sachent que quelqu'un a survécu. Je ne pouvais pas discuter, pas avec lui, pas après ce qu'ils avaient fait. Il n'était plus mon petit frère. C'était un fantôme de plus revenu pour faire saigner la galaxie. Je lui ai offert une place dans l'équipage, entraîné, armé, prêt. Mais au fond de moi, je sentais quelque chose d'anormal, quelque chose sous la surface. Ni la peur, ni la rage, mais le vide. Ce qui en lui l'avait gardé humain. Pas la rage, ni le vide, ni ce petit bout de lui qui l'avait gardé humain. Je n'étais pas sûr qu'il les retrouvait. Tom était désormais l'un des nôtres. Il portait la marque noire sur la poitrine, un fusil comme s'il faisait partie de son bras, et évoluait dans le vaisseau avec la confiance silencieuse d'un homme déjà mort une fois et revenu affamé. L'équipage l'accueillit discrètement, hocha la tête, lui serra la main, s'écarta lorsqu'il traversa les couloirs. Il respectait les survivants. Il craignait ce qu'ils pourraient devenir, comme moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cette première semaine, contrairement à avant. Quelque chose entre nous avait changé, non pas brisé, mais transformé. Nous avions tous deux franchi des limites, versé notre sang pour cela, et malgré l'amour qui se cachait sous les cicatrices, la guerre avait réécrit nos relations. Tom n'était plus mon frère, plus comme avant. C'était une arme désormais, et j'allais le pointer sur l'ennemi pour la dernière fois, car nous l'avions enfin. L'emplacement du bastion, la station de guerre secrète du haut commandement Zalari, pas une base militaire, pas un chantier naval. Le bastion était pire. Une cité flottante de fonctionnaires, de scientifiques et de stratèges. Le cœur de leur politique d'extermination. Ceux qui ont approuvé l'attaque d'Arcadia, le massacre des pierres tombales, les algorithmes de guerre prédictive. C'était le cœur noir d'une espèce qui voyait les humains comme des cas d'école et du bois de chauffage. Et maintenant, nous savions où il allait. Ward avait livré les coordonnées, disant qu'il avait une dernière faveur à lui rendre avant que son corps ne l'abandonne. Nous l'avons remercié. 3 jours plus tard, il était mort. Arrêt cardiaque. Silencieux. Seul. Nous n'avons pas pleuré longtemps. Impossible. Le bastion n'était pas gardé par des flottes. Cela l'aurait mis en évidence. Au lieu de cela, il flottait dans un nuage de plasma, un fouillis inexploré de tempêtes ioniques et de bruits gravitationnels. La Fédération avait payé pour le cacher pendant des décennies. Tous les signaux à l'intérieur de la zone étaient brouillés ou disparaissaient. Parfait. L'endroit idéal pour mettre fin à une guerre. Nous n'avons pas demandé de renfort. Nous n'avons pas essayé d'obtenir l'accord de la Terre. Nous avons juste chargé, embrassé le vide et volé en enfer. La Faux a subi des dégâts quelques minutes après être entrée dans la tempête. Nos boucliers ont cédé. Les lumières ont clignoté. La coque gémissait comme si elle voulait se déchirer. Mais nous tenions bon. Au centre de tout cela,
il était là, le bastion. Une flèche noire s'élevant d'un disque métallique en rotation, rayonnant de veines électriques, massif, silencieux, suffisant, comme s'il n'avait jamais rien craint. Nous avons changé cela en quelques minutes. Notre première frappe toucha son réseau de communication, la seconde sa grille de défense extérieure. Le temps que le bastion réalise que nous étions réels, notre embarcation d'abordage avait déjà percé le pont inférieur. Nous étions 10, tous des vétérans maintenant, tous des tueurs. Aucun d'entre nous ne portait d'uniforme standard. Chaque arme était personnalisée, chaque visage masqué. Les gardes Hilary paniquèrent. Ils s'attendaient à ce que les envahisseurs arrivent en flotte, avec déclarations et négociations. Au lieu de cela, ils nous ont tués. Des hommes sans drapeau, sans nom et sans intention de laisser des survivants. Nous avons dévalé les ponts inférieurs, un couloir, puis un autre. Sang, feu, cris. Les scientifiques Hilary ont tenté de s'enfermer dans leur laboratoire. Nous avons incendié les portes, exécuté 3 architectes politiques dans une salle remplie de serveurs, abattu un diplomate de la Fédération qui tentait de s'échapper par un tunnel latéral. Le rang nous importait peu. Tout le monde sur cette station avait signé l'arrêt de mort d'Arcadia. Tous étaient coupables. Tom mena la charge au commandement. Il ne dit pas un mot. Il défonça simplement les portes de la salle principale et abattit 2 agents de sécurité avant qu'ils ne puissent crier. Le poste de commandement central était rempli de lâches, de costards et de stratèges, clignant des yeux et suppliant. L'un d'eux tenta de plaider dans un anglais approximatif. Nous faisions simplement ce que les données suggéraient. Tom s'avança, lentement. « Je suis la donnée », dit-il, puis il appuya sur la détente. Le coup de feu résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je m'approchai de lui. Là, assis à la tête de tout cela, se trouvait le stratège en chef de Zalari. Une créature mince à 4 bras, enveloppée dans une robe de cérémonie, respirant à travers un collier. Ses yeux étaient écarquillés. Elle ne suppliait pas, ne parlait pas. Elle nous regardait simplement. « C'est vous qui avez commencé, dis-je. » Elle ne répondit pas. « Vous avez fait d'Arcadia un terrain d'essai. Vous avez fait de nous des statistiques. » Silence. Vous avez oublié l'essentiel de l'équation. Je m'approchais. Quand les humains perdent tout, nous cessons de penser. Nous cessons de calculer. On arrête de se soucier de ce qui est acceptable. Tom leva son arme. Le stratège leva un doigt. « Attendez. » On marqua une pause. « Je les ai prévenus, » dit-il d'une voix de pierre mouillée. « Je leur ai dit que les humains ne resteraient pas silencieux éternellement. Ils n'ont pas écouté. Vous avez quand même utilisé les modèles. Oui, mais je ne les ai pas créés. Oui, mais je ne les ai pas créés. Ça vous rend encore pire. » Et comme ça, Tom tira. Un coup franc. Le stratège s'affaissa en avant, et le bastion commença à brûler. Nous avons placé des charges sur chaque ordinateur central, réacteur et baie de navette. Nous nous sommes assurés que rien ne survive. Aucune donnée, aucune échappatoire, aucune trace de celui qui avait autrefois commandé un génocide depuis un trône. Alors que nous nous précipitions vers l'extraction, les alarmes hurlèrent comme des loups agonisants. Notre vaisseau nous ramena dans le champ de plasma, juste au moment où le bastion se fendit derrière nous, implosant sur lui-même, puis explosant dans une boule de feu glorieuse et silencieuse. Nous avons observé depuis l'orbite. Personne n'a parlé, personne n'a souri. Nous avions réussi. Nous avions vengé Arcadia. Mais la victoire ne semblait plus aussi forte qu'avant. Elle semblait creuse. La nouvelle parvint sur Terre en quelques jours. La Fédération qualifia cela d'acte de folie. Les Hilary exigèrent de la Terre qu'elle coupe tout lien avec toute personne associée à la marque noire. Mais la Terre ne sourcilla pas. La chancelière, qui avait dansé tout au long de ses discours précédents, fixa la caméra et dit « Il est peu, être temps que la galaxie comprenne ce qui arrive quand on fait sentir l'humanité impuissante. La marque noire n'est pas notre création, c'est notre conséquence. » Et c'est tout. La Fédération gela toutes les négociations diplomatiques. Les routes commerciales furent modifiées. Les colonies ont déclaré leur indépendance une à une. Et la marque noire, nous nous sommes dissous, ni honteux, ni vaincus. Nous avions accompli notre mission. On n'avait plus besoin de nous. Certains d'entre nous sont rentrés chez eux. D'autres ont disparu. D'autres ont continué à se battre sous d'autres noms. Tom, il est parti sans un mot. Un matin, il n'était plus sur la faux. Pas de mots, pas d'adieu. Je ne sais pas où il est allé. Mais je sais ce qu'il est devenu. Il n'était plus fait pour la paix. Aucun de nous ne l'était. On dit que la terre est plus forte maintenant,
plus unies, plus craintives, tant mieux qu'ils nous craignent. Car en tuant Arcadia, ils nous ont appris quelque chose que nous n'oublierons jamais. On peut bousculer les humains, on peut nous sous-estimer, on peut nous traiter de primitifs. Mais si vous en faites une affaire personnelle, nous brûlerons votre paradis pour venger notre enfer. Et nous ne nous arrêterons pas tant que le dernier d'entre vous n'aura pas oublié comment dormir sans vérifier les ombres. Voilà ce qui arrive quand la Terre entre en guerre. Et cette fois, nous l'avons terminé.